Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, je parlerai avec Pierre-Louis Germain de trois sociétés, Genoway, Genesight et Nicox. Et dans l'interview, je recevrai Thierry Logel, Managing Partner chez Kurma Partners, le Journal des Biotech. C'est parti. Et on retrouve pour ce dernier point d'actu de l'année Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Alors on a trois sociétés au menu aujourd'hui, Genesight, Genoway et Nicox. Tiens, par laquelle vous avez envie de commencer? Allez, commençons par Genesight, la progression la plus musclée. Oui, Genesight, effectivement, parce qu'il se passe pas mal. Alors, ils sont spécialisés, biotech spécialisés dans la thérapie génique, notamment pour les yeux. Je crois qu'ils sont sur la neuropathie oculaire héréditaire de Leber. Qu'est-ce qui se passe là depuis un mois? Le titre flambe en bourse. Alors, effectivement, donc, la neuropathie optique héréditaire de Leber, une maladie rare. Donc, ils ont une technologie de thérapie génique pour s'attaquer à cette maladie. On n'a pas d'explication exacte parce que les poussées de fièvre du titre ne sont pas très bien synchronisées avec les publications. La semaine dernière, la société a publié des données complémentaires à un grand essai clinique qui s'appelle Reverse, qui est l'essai clinique, c'est la phase 3, c'est la phase finale avec laquelle ils demanderont l'autorisation de mise sur le marché. Souvenez-vous, ils avaient publié des résultats en avril, on en avait parlé, ils n'étaient pas mauvais, mais ils avaient provoqué une lourde chute du titre. En octobre, ils ont publié des résultats complémentaires à 72 semaines, alors que les résultats d'avril étaient à 48 semaines. On a vu une progression du produit dans la capacité à restaurer la vue des patients. Un nombre de lettres, je crois. Voilà, tout simplement, comme chez l'ophtalmologue, un tableau. Et le nombre de lettres qu'on arrive à voir, sachant que c'est une maladie qui provoque progressivement la cécité. Donc en octobre, on a vu qu'avec le temps, avec ces 24 semaines supplémentaires, le produit avait une meilleure efficacité et franchissait la barre des 15 lettres qui était importante pour les autorités sanitaires, notamment américaines. Et là, on a des données encore, donc la semaine dernière, des données complémentaires, cette fois sur la qualité de vie, d'autres paramètres que le tableau qui sont mesurés sur la façon dont les patients arrivent à vivre avec cette amélioration de la vue. Qu'est-ce que ça change concrètement? C'est pas accessoire, ça, la qualité de vie, pardon, c'est une question, c'est important. C'est extrêmement important parce qu'on est sur des thérapies géniques qui vont être remboursées, pour lesquelles les laboratoires vont demander des prix très importants. Le concurrent américain Spark a mis sur le marché la première thérapie génique en ophtalmologie l'an passé, demande un prix compris entre 800 et 1 million de dollars pour le produit. Donc il s'agit pour un produit capable de résorber, résorber potentiellement une cécité. Donc là, on est sur une revendication de prix qui est très importante. Il faut la justifier par la capacité des gens à travailler, les capacités des gens à reprendre une vie normale. À être autonome. Voilà, sur l'impact sociétal d'un tel produit. Donc non, ce sont des données très importantes. Donc quand on voit la chute du titre de Genesight en avril, on voit depuis, le titre recouvre le terrain perdu. Et il y aura encore des résultats d'un autre essai avec ce même produit au premier trimestre 2019. Nous, on est positif. On pense qu'effectivement, les données d'efficacité s'ajoutent les unes après les autres pour aller reconquérir le terrain perdu en bourse et donner, peut-être pas toutes ses chances, mais en tout cas de bonnes chances, une chance au produit d'avoir un avenir commercial. En tout cas, en bourse, c'est spéculatif, attention, parce qu'il y a quand même des variations. Il faut mieux accrocher sa ceinture. On parle de Genoway maintenant. Alors, Genoway, je vous avoue que ça fait longtemps que j'avais plus vu ce nom, spécialiste des souris génétiquement modifiées à usage des laboratoires pour faire des tests précliniques notamment. Pourquoi on parle de Genoway aujourd'hui, Pierre-Louis? Alors, on parle de Genoway parce qu'ils ont signé un accord assez important avec un grand laboratoire pharmaceutique, Merck Allemagne. Un accord qui leur donne en fait un usage exclusif de la technologie CRISPR-Cas9, une technologie les ciseaux moléculaires, c'est ça? Ciseaux moléculaires, pour l'édition génomique. On en a parlé ces dernières semaines dans les médias grand public parce qu'il y a des bébés en Chine qui a été... Alors Genoway ne s'intéresse qu'aux souris, mais effectivement l'idée c'est de produire des souris génétiquement modifiées à partir de cette technologie plutôt qu'une autre, plus ancienne, plus archaïque que la société utilisait jusque-là. En gros, plus efficace, plus simple, si je résume. Alors, plus simple, voilà. Probablement plus efficace, avec la capacité d'aller faire des modèles de souris. Alors l'idée, c'est de fabriquer des souris qui ont une maladie en particulier, pour ensuite la tester sur des candidats médicaments. Avant de la tester chez l'homme, on la teste chez des souris, et il faut inoculer une maladie à ces souris. On utilise l'édition génomique pour ce faire. Genoway, c'est son métier. C'est une biotech, mais en même temps, c'est une société commerciale qui a un chiffre d'affaires. Qui a un chiffre d'affaires, qui a des petits profits également. Donc c'est une opération très intéressante parce que,
Merck n'est que l'une des différentes, plusieurs sociétés qui revendiquent ces brevets CRISPR. Il y a une vraie bataille de propriété intellectuelle sur le CRISPR, dont l'issue prendra des années. Mais en tout cas, ça les positionne sur ce marché des modèles animaux, des souris modifiées, dans une position pionnière, dans une position potentiellement de leader. Ça va leur permettre de développer une activité catalogue. Aujourd'hui, ils font surtout des modèles sur mesure à la demande des besoins particuliers des laboratoires. C'est plus long, plus coûteux, plus compliqué. Voilà, parce que la technologie n'était pas forcément adaptée. Aujourd'hui, ils vont pouvoir faire un catalogue de modèles, donc avec de meilleures marges, de plus gros volumes potentiellement grâce à cette technologie. Ils pourront être aussi la société phare quand des évolutions de la technologie CRISPR seront mises en place. Ils pourront être un petit peu la première société à les mettre en place sur ce marché, sur ce métier bien particulier des modèles animaux. Tout ça peut leur donner un petit talent pour sortir de longs sommeils boursiers dans lesquels ils sont fermés depuis des années. Bon, d'accord. Bon, plutôt donc une bonne nouvelle pour GenoWave. On termine par Nicox avec une bonne nouvelle aussi, puisqu'ils ont un accord. Ils ont signé un accord avec un laboratoire chinois pour leur produit, le NCX 470. Voilà, un laboratoire chinois, Ocumension, pour le marché chinois, le développement et la commercialisation de ce produit pour le marché chinois. Alors, NCX 470, c'est le produit le plus important aujourd'hui de Nicox. Il commercialise Visulta par le biais d'un partenaire, Bausch & Lomb, et NCX 470, c'est le successeur potentiel du Visulta, donc traitement pour le glaucome, une maladie ophtalmique. Voilà, donc c'est un accord assez important, d'autant qu'il pourrait y en avoir d'autres dans les. Mais les paiements d'étape déjà Alors, il y a eu un paiement immédiat de 3 millions d'euros, il y a un total de milestone de 36 millions d'euros. Nicox veut garder les droits de ce produit pour les marchés américains et européens, ne pas faire comme ils ont fait avec on sent un changement, on sent que la stratégie de Nicox, là, ça va être d'y aller seul le plus longtemps possible, en tout cas de garder les marchés les plus intéressants. De garder les marchés stratégiques pour ces produits, pour réaliser cette ambition de devenir un jour une pharma intégrée. Prochain rendez-vous sur Nicox, il y a des choses à regarder? Alors, ils vont avoir des résultats de phase 2, donc pour le NCX 470, ça c'est attendu l'an prochain. Ils vont également démarrer des essais cliniques avec un autre produit du pipeline l'an prochain. Ils espèrent signer d'autres accords de licence pour ce NCX 470, tout en gardant l'Europe et les États-Unis, mais sur d'autres marchés. Ils ont un autre produit qui s'appelle Zerviat, qui pourrait leur apporter également des accords de licence. Dans le prurit oculaire, c'est ça? Exactement, dans le prurit oculaire. Donc là encore, pour des accords commerciaux sur différentes géographies. Et on s'en souvient, il y a quelques semaines, ils ont fait marche arrière, ils ont tenté une entrée sur le Nasdaq, puis ils ont fait marche arrière pour des raisons surtout de valorisation. Ils n'étaient pas valorisés assez cher. C'est une société, ils pourraient retenter. Leur objectif aujourd'hui, n'ont pas besoin réellement de ressources financières. Pas d'urgence, Voilà, ils ont les redevances du Visulta, ils ont ces accords de licence qu'ils espèrent signer. Mais l'objectif du Nasdaq pour Nicox, c'est une revalorisation de l'action, une revalorisation du titre qui juge mal valorisé sur Euronext Paris. Donc disons que c'est pas une opération qui doit faire peur, c'est plutôt quelque chose de positif pour l'actionnaire. On sent qu'ils ont des cartes en main là. Ils ont plutôt leur destin en main aujourd'hui. Encore faut-il arriver à aller sur le Nasdaq, mais en tout cas, ils ne sont pas dans une situation à aller courir après l'argent et à se diluer à tout prix, dont n'ont pas besoin à court terme. Eh bien, on en reparlera. Merci Pierre-Louis Germain. Merci Laurent. Tout de suite, c'est l'interview dans le journal des biotech. Et je reçois aujourd'hui sur le plateau Thierry Legel, Managing Partner chez Courma Partners. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, Courma Partners, c'est une société de capital risque fondée en 2009, société qui investit donc dans les sociétés de santé innovantes, que ce soit en France et en Europe, par le biais de fonds. On peut citer Biofound 1 et 2, on peut également citer Courma Diagnostic. Et votre actualité, c'est que vous êtes en train de faire le closing pour un nouveau fonds, Biofound 3, il y aura un closing final en juin pour un montant total de 150 millions d'euros, c'est pas rien, dans un secteur qui compte aujourd'hui en France et en Europe, mais qui pour le moment a un parcours un peu compliqué, notamment en bourse. Qu'est-ce qui vous rend, vous, optimiste dans les perspectives des biotech et des medtech? Effectivement, chez Courma, on est investisseur spécialisé depuis la création, soit presque 10 ans, dans le secteur des biotech et des medtech en France et en Europe. C'est un secteur dans lequel j'investis à titre personnel depuis 20 ans. Donc 20 ans, ça nous ramène au milieu, à la fin des années 90, qui en fait était le démarrage des activités des biotech et des medtech en Europe,
avec 10, 15 ou 20 ans de décalage avec les États-Unis. Donc la première raison d'espérer dans le secteur des biotech et des medtech, c'est simplement de dire que c'est une industrie extrêmement jeune en Europe et qui n'a pas encore atteint la masse critique et son âge d'or. Et la chose qui nous rend d'abord optimistes, c'est qu'on est de plus en plus persuadé qu'on n'est pas loin de l'âge d'or des biotech et des medtech en Europe. Parce qu'un certain nombre de sociétés ont atteint une certaine taille. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de sociétés tout court en Europe qui développent des nouvelles innovations médicinales ou des nouveaux appareillages médicaux, du diagnostic et de plus en plus des outils de santé digitale qui sont aujourd'hui nombreux en qualité, nombreux en innovation, nombreux aussi en maturité, certaines qui sont arrivées à l'enregistrement pour des médicaments, certains qui arrivent à des solutions déjà commercialisées dans le domaine du diagnostic et du matériel médical. Donc on est à quelque chose qui est en train de vivre une première ou une deuxième révolution, qui est l'atteinte du premier âge d'or avec des sociétés qui vont devenir des ETI. On attend encore en France une première grande réussite. Alors, l'une des originalités de votre fonds, je vais vous interroger là-dessus, c'est que vous investissez dans des jeunes biotech, de jeunes medtech, mais vous participez également, et ce sera un tiers, je crois, d'investissement total de votre fonds, à la création d'entreprises à partir de travaux d'équipes académiques aux côtés desquels vous vous tenez pendant un certain nombre de temps, quelques années. Trouver des partenaires industriels pour les épauler, puis vous créez les sociétés en fait par vous-même avec un premier tour de financement. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette méthode Kourma, cette approche originale, et puis pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'en France il manque des intermédiaires pour passer du projet académique à une biotech de qualité, capable de lever des fonds, capable de faire avancer ses développements? Oui, effectivement, chez Kourma, on a une méthode un peu particulière pour faire de l'investissement. Et comme vous l'avez dit, on investit de deux manières. On investit comme tous nos collègues spécialisés européens et américains en venture classique, c'est-à-dire qu'on fait des tours de syndication où on se retrouve à 2, à 3, à 4, à 5 investisseurs spécialisés qui investissent ensemble avec un objectif qui est en général pour une société du médicament d'atteindre les résultats d'études cliniques, en général phase 2, preuve de concept d'un nouveau médicament chez l'homme. C'est un peu le secteur de prédilection des investisseurs en capital risque dans le monde. Classique. Classique. À côté de ça, effectivement, et ça c'est quelque chose qu'on a voulu faire dès le début chez Kourma, on a voulu être un acteur plus signifiant, plus important, plus substantiel de l'innovation, aussi parce qu'on a senti qu'il y avait un décalage entre le potentiel de la recherche biomédicale française et européenne et la capacité entrepreneuriale avérée. On a voulu être un acteur important de la création d'entreprises en tant que telle. Ça veut dire que pour un tiers du portefeuille, comme vous l'avez dit, on va chercher nous-mêmes les innovations dans les laboratoires, dans les hôpitaux français et européens, et on va maturer ces actifs encore académiques pendant un certain temps, un peu avec de l'argent public et effectivement avec un modèle un peu particulier puisqu'on va mettre au travail des industriels partenaires sur ces projets de maturation académique pour finalement former une entreprise quand on aura obtenu des premiers résultats tangibles qui sont en général pour une nouvelle molécule, des preuves de concept animales, pharmacologie animale ou pour la première fois sur en général une souris ou un rat, on montre que le nouveau concept pharmacologique peut avoir un effet biologique transposable à l'humain in fine. Vous trouvez plus facilement des financements pour ces sociétés une fois que vous les avez fait un petit peu maturer? Alors déjà, on est sûr que, vous l'avez dit, qu'est-ce qui fait qu'en Europe, on a un peu du mal à mettre tout autour de la table? Simplement, il n'y a pas tout autour de la table en Europe. Il n'y a rien en Europe qui ressemble à l'écosystème de Boston. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque selon vous? Il manque, alors tout existe, mais de manière un peu disparate. Donc on va chercher des entrepreneurs là où ils sont, on va chercher la recherche industrielle là où elle est, et on va chercher les technologies là où elles sont. Et l'argent commence à se structurer progressivement, mais on est encore, comme on l'a dit, à une étape de développement de l'industrie qui est encore un peu
la grande adolescence. Est-ce qu'il manque aussi des investisseurs institutionnels? Parce qu'on pourrait dire finalement, quand on regarde le marché français, sur le marché français, il y a des investisseurs particuliers, on le voit, ils participent aux introductions. Il y a la BPI qui aussi apporte, qui apporte sa participation. Et puis, on se dit pourquoi il n'y a pas finalement plus d'investisseurs institutionnels, peut-être plus de grandes pharma qui participent à cet écosystème, qui apporte un soutien financier à ce secteur de la santé innovante. Alors oui, tout ça est vrai. Encore une fois, l'écosystème du financement aussi se met en place progressivement. Depuis la fin des années 90, l'écosystème a déjà émergé avec les business angels, puis les structures de capital risque qui sont devenues des acteurs de plus en plus spécialisés et en se spécialisant, en s'hyper spécialisant, sont devenus de meilleurs et meilleurs. Après, les bourses sont ouvertes, comme on a vu, parfois dans des conditions encore un peu expérimentales, pour le meilleur et pour le pire. Mais effectivement, ce qui manque encore aujourd'hui dans l'écosystème européen, c'est les financements de relais, les financements de long terme, les financements qui font des paris de plusieurs années, voire de 10 ans, sur des sociétés de croissance pour leur permettre de devenir des ETI et peut-être, pourquoi pas, des big pharma de demain. Donc là, votre mention aux grands investisseurs institutionnels, oui, ces catégories d'investisseurs aujourd'hui investissent peu dans le secteur parce que c'est souvent des investisseurs relativement conservateurs et pour lesquels l'apprentissage du secteur est quelque chose de compliqué, qui demande du temps. Et c'est pas forcément un peu frileux et pour des raisons totalement compréhensibles. C'est encore un secteur relativement considéré comme risqué qui n'est pas encore mature, donc on comprend leur frilosité, mais il est aussi temps que ça change un peu. Ouais. Alors il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles vous avez investi, on va en parler après, qui sont entrées en bourse, qui sont aujourd'hui cotées ou qui sont parfois plus dans votre portefeuille mais en bourse. Quand vous investissez aujourd'hui dans une jeune biotech, est-ce que la bourse, la cotation en bourse, c'est un horizon, est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est l'horizon naturel dans votre investissement ou est-ce que c'est simplement une option parmi d'autres? Est-ce que c'est aujourd'hui une option que vous considérez peut-être un peu moins qu'avant, compte tenu des mauvaises performances? Comment vous voyez ça? La bourse n'est jamais une finalité. Pour un investisseur en capital risque, la bourse c'est un moyen et pas une finalité. La finalité, c'est soit de devenir une société intégrée et rentable, ça arrive rarement, très honnêtement, mais c'est un horizon qui évidemment est possible, soit d'être racheté par un industriel plus important qui est la sortie naturelle pour une société technologique jeune dans laquelle on investit. Donc la bourse là-dedans peut être un chemin, peut être une étape intermédiaire importante de financement. C'est comme ça qu'on la voit. Pour un capital risqueur aujourd'hui, la bourse ne doit pas et ne peut pas être considérée comme un horizon de sortie. C'est un horizon de refinancement. C'est-à-dire vous investissez quand vos sociétés entrent en bourse, vous participez à leur IPO? On participe systématiquement aux IPO et on reste souvent dans les conseils d'administration, même quasiment systématiquement dans les conseils d'administration de sociétés qui sont cotées. Mais est-ce que ce n'est pas un passage obligé? Est-ce qu'aujourd'hui on se dit finalement, effectivement, comme le disait Pierre-Louis, quand on voit les déconvenus, est-ce que c'est une si bonne idée que ça d'aller en bourse? Est-ce qu'on n'a pas la tentation de garder les sociétés, finalement, d'accompagner un peu plus leur développement loin des marchés? Ce qui est important, c'est d'avoir la capacité de lever les sommes d'argent qui sont nécessaires au bon développement de l'entreprise. C'est ça la finalité. Donc la bourse peut être une solution adaptée à certaines sociétés et moins à d'autres. Là, d'une manière générale, et ces dernières années ont permis, notamment en France, à un certain nombre de sociétés de medtech et à un certain nombre de sociétés de biotech de lever des sommes d'argent importantes et donc de leur permettre de développer leur plan d'affaires de manière positive. Et d'aller aux États-Unis, in fine, c'est peut-être pas ça la finalité. Alors, aller se coter au Nasdaq, c'est souvent une bonne nouvelle pour ces sociétés, notamment de biotech, qui passent à une étape supérieure et peuvent alors lever des sommes très supérieures à ce qu'ils peuvent lever en Europe, c'est-à-dire 100 millions, 200 millions parfois pour ces sociétés. On va parler justement de quelles sociétés dans lesquelles vos fonds sont investis. On avait envie de commencer par cette biotech danoise, Orphezyme, qui est une société qui s'intéresse notamment aux maladies lysosomales avec, je crois, des résultats de phase 3 qui vont être très bientôt communiqués. Voilà, exactement. On avait envie de parler d'Orphezyme parce que c'est une très jolie société de notre portefeuille BioFund 2. BioFund 2, c'était un fonds
un peu modèle pour notre nouveau fonds BioFund 3. C'est un fonds entièrement thérapeutique qui avait en plus un biais d'investissement sur les maladies rares, qui était à l'époque 2012-2013 considéré par nous et à la suite par pas mal d'autres comme une thèse d'investissement très intéressante, compte tenu évidemment des besoins médicaux évidents, mais aussi de l'intérêt croissant des industriels de la pharmacie pour acquérir de jeunes sociétés et développer des médicaments sur ces thématiques-là. Donc c'est le cas d'Orpheusheim. C'est le cas d'Orpheusheim, spécialisé d'un concept de pharmaco-chaperon. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails biologiques, mais un concept très fort scientifiquement, parce qu'à la base de toutes ces sociétés, il y a tout systématiquement une science de rupture avec des chercheurs qui sont les meilleurs au monde dans leur catégorie, qui a permis à la société de développer une petite molécule, un médicament par voie orale, qui est développé depuis quelques années sur ces pathologies lysosomales très rares, ultra rares, qui sont systématiquement des pathologies très rares. Donc il y a Niemann-Pick-C, c'est ça? Niemann-Pick-C, la SLA et pas mal d'autres pathologies lysosomales. Et effectivement, la société a fait déjà sur le plan capitalistique une très belle opération d'IPO sur le marché, sur le Nasdaq Copenhague, merci, avec une levée de 80 millions d'euros en novembre-décembre l'année dernière, qui était la plus grosse opération sur la bourse danoise d'une biotech depuis Zealand Pharma, dans laquelle on était aussi investisseur, qui avait eu lieu 5 ans précédemment. Donc, déjà une très belle opération capitalistique. Et effectivement, cette société, c'est aussi un des intérêts des maladies rares. La société va bientôt rendre public les résultats d'une étude pivot, donc une étude réglementaire, la seule étude réglementaire. Et si ces résultats sont positifs comme on le souhaite, évidemment, ça validera plus que le concept, ça permettra de déposer une demande d'AMM pour le médicament en Europe et aux États-Unis. Donc ça, c'est sur Niemann-Pick-C. Sur Niemann-Pick-C, exactement. Alors, il y a une autre société, parmi beaucoup d'autres dans laquelle vous êtes investi, qui est cotée, c'est Safe Orthopedics. On a reçu son dirigeant, M. Demouchel, il y a quelques mois sur ce plateau. Ça, c'est une société, avec une belle technologie, c'est là-dessus que vous aviez parié, finalement des difficultés commerciales, des difficultés à faire décoller le modèle. Vous portez quel regard sur ce dossier? Vous y croyez toujours? Oui, on y croit. C'est les kits chirurgicaux à usage unique. Voilà, c'est le pari. Absolument. Alors c'est un cas intéressant et une très bonne idée que vous ayez eu envie de parler de Safe Orthopedics. Donc effectivement, Safe est une société dans laquelle on croit, dans laquelle on a investi très tôt, qu'on a accompagné dès les premiers jours et qui a, comme vous le dites, une solution technologique remarquable qui trouve progressivement son marché, même si, comme vous l'avez dit, ça ne se fait pas tout à fait selon le scénario souhaité au démarrage et qui représente un peu, de manière un peu symbolique, toute l'évolution de la courbe d'apprentissage des medtech françaises de ces 10 dernières années, très ambitieuses, souvent des technologies de bonne qualité. Peut-être des équipes, plus des équipes d'ingénieurs que des équipes vraiment commerciales, rodées à faire un développement de vente adapté. Quelques erreurs stratégiques quand même qu'on peut pas nier, notamment la volonté d'aller trop vite aux États-Unis, qui a été probablement une erreur de jeunesse de la société. Et donc, une société qui a besoin de plus de temps pour montrer que son modèle est valide et maintenant ça commence à exécuter. On peut trouver sa place face aux mastodontes, même quand on est innovant, face aux mastodontes de l'équipement médical qui peuvent justement, parce qu'ils ont la force de leur réseau, parce qu'ils ont déjà tous les canaux de distribution en place, est-ce qu'on peut exister? Alors oui, on peut exister, ça j'ai aucun doute sur le sujet. Par contre, est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. On apprend un peu les méthodes commerciales des grands acteurs de ce secteur qui sont quand même assez agressifs d'une manière générale. Donc on voit effectivement que l'environnement est fait pour empêcher l'entrée des jeunes acteurs, des petits acteurs qui n'ont pas forcément des moyens commerciaux illimités.
Ça n'empêche que l'innovation qui apporte quelque chose aux patients, qui apporte quelque chose aux chirurgiens, a sa place. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il faut des moyens importants, justement, pour arriver à s'imposer face à ces mastodontes qui font tout ce qui est légitime de leur point de vue pour empêcher l'entrée des acteurs alternatifs et innovants. Donc, il faut une puissance de frappe suffisante pour y arriver. Et je reste totalement convaincu, et les exemples montrent aussi que c'est possible. On peut prendre sa place, on peut gagner de l'argent, on peut devenir une société belle et pérenne, à condition d'avoir la force de frappe suffisante. Donc c'est là aussi où Safe est un peu le symbole de cette génération de sociétés, une très belle technologie. Elle a réussi une partie du chemin. Il faut qu'elle ait les moyens de transformer, donc il faut qu'elle continue à avoir accès à des capitaux pour pouvoir finir ces phases de développement commercial. Et c'est vrai que malheureusement, le secteur des medtech en bourse, et notamment sur Euronext, a beaucoup souffert ces 3 dernières années. Et clairement, je ne pense pas que les capitalisations boursières de ces sociétés de medtech reflètent la réalité de l'intérêt et du potentiel de ces sociétés. Malheureusement, il faudrait croire un peu plus à nos petites pépites de medtech qui ont quand même des belles choses à faire et qui peuvent réussir, et certaines réussiront. Et moi, je suis convaincu que Safe réussira. Ouais. Donc, être investisseur biotech medtech, c'est être un investisseur au long cours, c'est ce que je retiens. Merci Thierry Lauget d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro du journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve en 2019 pour une nouvelle édition. À très bientôt.